Cher toi, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu as kiffé ce que j'ai dit, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout n'hésite pas à m'envoyer un message parce qu'on a du taf. Alors, ça fait déjà 3-4 ans que je commence à l'ouvrir sur les réseaux sociaux, et jusqu'ici j'ai toujours tâché de garder un langage châtié. Mais aujourd'hui ça va pas le faire. Aujourd'hui ça va pas le faire parce qu'on est dans l'urgence. Et donc on va parler du cœur. On va parler de colère, on va parler d'espoir, on va parler de fierté. Commençons par la colère. On est toujours en pleine pandémie et notre Macron national se plaint que la France est un pays de 66 millions de procureurs. Alors comme le diraient certaines, on dirait que le mec vient de comprendre le principe de démocratie. Et on a envie de le plaindre, hein, c'est sûr, on a envie de lui dire mais mon pauvre petit chou, alors c'est vraiment très dur ce qui t'arrive. Mais en même temps, si t'étais pas un mix parfait d'incompétence et d'arrogance, on n'aurait peut-être pas autant la rage. Si tu t'étais pas acharné à faire passer ta réforme des retraites au lieu de commencer à t'occuper de la pandémie à son début, on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui. Parlons de pandémie. Si elle a eu un effet positif, c'est de nous rappeler que la devise de liberté, égalité et fraternité, c'est une promesse qui est non tenue. Il n'y a pas un ensemble cohérent qui s'appelle le peuple français. Il y a des classes sociales et elles ne sont pas d'accord entre elles. Parce qu'on a très bien vu pendant les confinements que celles et ceux qui tiennent la société sur leurs épaules, c'est celles et ceux qui dépendent du taf pour vivre, ou de l'absence de taf. Et que celles et ceux qui profitent du taf des autres pour s'enrichir, eux, ils n'ont aucun scrupule à sacrifier nos emplois, ou même à mettre nos vies en danger. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai par-dessus la tête. Et le problème, c'est que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Parce que entre les gens dont le taf est préservé, qui peuvent travailler de chez eux et qui ne risquent pas la contamination, et les gens qui sont toujours dans les transports bondés parce qu'ils et elles sont essentiels, ce n'est pas les mêmes intérêts. Parce que entre celles et ceux dont le travail a été détruit et celles et ceux qui de toute façon étaient déjà les plus précaires avant la crise, ce n'est pas les mêmes intérêts. Et comme les derniers mois nous l'ont rappelé, selon que vous soyez blanc ou noir, si vous vous baladez en dehors de chez vous sans attestation, la police ne vous traitera pas de la même manière. Et ces différences, ces inégalités, au sein même de la classe laborieuse, elles sont extrêmement importantes à prendre en compte. Parce que c'est en les tenant en tête qu'on sera capable de faire une coalition de changement. Parce que, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi je veux plus être dans la merde. Parce que la situation de la merde, on est loin d'en être sorti. Parce que 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée par la NASA. Et ça veut dire qu'on va se taper des crises de plus en plus violentes dès maintenant et chaque année qui vienne. Moi je ne veux pas de ce monde-là. Je ne veux pas de cet unique avenir qu'on nous réserve. Je ne veux pas avoir juste le choix de dire ok d'accord, les actionnaires vont décider de ce qui est bon pour la société. Et je ne veux pas non plus de la fausse alternative qu'on essaie de nous forcer dans la gorge, où au lieu d'être soumis aux actionnaires de toute la planète, on est soumis juste aux actionnaires de notre propre pays. Hein, parce que Bolloré, Lagardère, tout ça, juste parce qu'ils sont bien français, bien franchouillards, ils seraient plus sympas avec nous. N'importe quoi. Est-ce que Donald Trump, qui, entre parenthèses, mettait en scène son pouvoir de patron capable de virer des gens dans une émission de télé-réalité, est-ce que Donald Trump, ce serait vraiment celui qui serait le bon choix pour défendre les intérêts des gens qui risquent d'être mis au chômage? Non mais, allô quoi. Il faut qu'on se réveille. Et ce qui me rend encore plus fou là-dedans, c'est que les gens qui voient un minimum clair sont pas capables de se coordonner pour mettre fin à la fois au capitalisme et à son gosse immonde, le fascisme. Alors comme le dirait le roi Arthur, Sortez-vous les doigts du cul! sortons-nous les doigts du cul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je vous invite à voir ma vidéo précédente sur qu'est-ce qu'on peut faire en 2021 pour sortir la tête de l'eau. Mais aujourd'hui, on va parler de 2022 et on va parler de l'outil électoral. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, avoir la main sur les institutions et la police, ça aide quand même vachement à faire des choses. Donc, première chose, c'est qu'il faut se mettre d'accord. Parce que selon effectivement qu'on soit dans la même situation de chômage ou dans la même situation d'emploi, hélas, on n'a pas les mêmes visions sur la vie. Donc il faut d'abord un cadre commun.
Selon moi, ce cadre commun, celui dont je rêve, il doit d'abord prendre un premier principe, qui est que le pouvoir il doit venir d'en bas, il doit venir du plus grand nombre, et donc que les institutions doivent être changées pour que le plus grand nombre puisse exprimer sa voix plus facilement. Non seulement ça, mais il faut que l'État lui-même se démocratise. C'est-à-dire qu'on doit être capable de sélectionner nos agents de la fonction publique du plus petit échelon jusqu'au plus gros. Par exemple, on doit pouvoir élire nos agents de police du plus petit échelon jusqu'au préfet. Et on doit pouvoir les révoquer si ces gens font de la merde. Parce qu'on a très bien vu que les violences policières, c'est un sujet majeur. Et parce que tant que les agents de police seront immunisés aux conséquences de leurs actes, les violences policières ne prendront jamais fin. Allons un pas plus loin. Si on démocratise les institutions, si on démocratise l'État lui-même, mais qu'on oublie de démocratiser l'économie, on n'aura pas avancé. Parce qu'on a très bien vu, je l'ai déjà dit plus tôt, que les 1% les plus riches sont ceux qui dominent la société. Et donc qui continueront à délocaliser des usines, même si elles font du revenu, qui continueront à refuser que des logements soient rénovés ou mis à la disposition des sans-logements, parce que ça empiète sur leur sacro-saint droit à faire du profit. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Il faut qu'un grand nombre de secteurs deviennent des biens communs. L'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès au logement. On doit mettre ces secteurs entre les mains des gens qui travaillent dedans et entre les mains de leurs usagers. Et ça ne doit pas se limiter à ça. On doit mettre toutes les entreprises au-delà d'une certaine taille entre les mains des gens qui travaillent dedans et entre les mains de leurs usagers. Parce qu'on a très bien vu que des Google, des Facebook, des Twitter ont un pouvoir immense sur nos sociétés et que les intérêts des actionnaires de ces sociétés ne sont pas les mêmes intérêts que le reste de la société elle-même. Allons plus loin. La raison pour laquelle on a besoin d'avoir une économie collective, c'est parce qu'on doit sortir de ce mythe, de cette obsession du capitalisme qui est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que le capitalisme, il a besoin de toujours plus de profit. Il a besoin de toujours plus de croissance. Et c'est ça qui est en train de bousiller notre planète. Alors c'est très bien de changer notre système énergétique. C'est très bien de recycler. C'est très bien de manger moins de viande. Mais ça ne sera pas suffisant. On a besoin de produire moins. On a besoin d'assumer une décroissance ciblée dans un certain nombre de secteurs. Et ça, le capitalisme qui repose sur cette recherche de profit perpétuel, il n'en est pas capable. Le capitalisme ne peut pas nous amener vers une société sobre, vers une société qui est tournée vers le bien-être des gens. Au siècle dernier et au siècle précédent, la sortie du capitalisme, c'était une urgence sociale, c'était une urgence démocratique. Aujourd'hui, mettre fin au capitalisme, c'est une nécessité de survie pour l'humanité. Et enfin, dernier point, celui des discriminations qui minent la classe laborieuse. Parce qu'on a beau être tous soumis à la domination de celles et ceux qui possèdent les moyens de production, entre nous, il y a des discriminations. C'est le sujet sur lequel je suis le plus faible parce que ma gueule, parce que je suis hétérosexuel, parce que je suis né dans une famille qui était plutôt aisée. Mais ça ne veut pas dire, parce que je ne vis pas ces discriminations au jour le jour, qu'elles n'existent pas. Et de la même manière que les violences policières sont un problème démocratique, ne pas régler ces questions de discrimination, c'est un problème démocratique. C'est pour ça que, selon moi, il faut qu'on arrive à des assemblées dans lesquelles il y a 50% des sièges qui sont réservés aux femmes, 50% des sièges qui sont réservés aux hommes dans le résultat, et basta. C'est pour ça qu'il faut mettre en place ce que j'appelle la parité sociale. 60% des sièges qui sont réservés aux classes laborieuses, 30% des sièges qui sont réservés aux classes intermédiaires et 10% seulement aux classes supérieures, et basta. Comme ça, celles et ceux qui ont le plus de richesses, eh bien, ils auront la place qu'ils représentent dans la société, et c'est tout. Mais ne soyons pas naïfs. Ne limitons pas ces luttes uniquement au niveau national. Alors certes, le niveau national, c'est celui qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est gamin, depuis l'école. Mais la France et la classe laborieuse française n'est pas dans la même position par rapport aux classes laborieuses des autres pays d'Europe.
elle a une position différente dans le système de domination par rapport aux classes laborieuses dans les autres pays des autres continents. On a des devoirs à l'égard des classes laborieuses dans les pays qu'on a colonisés. On a des devoirs à l'égard des classes laborieuses dans lesquelles nos multinationales continuent d'exploiter et d'opprimer. Et ça veut dire qu'il faut qu'on pense en dehors de ce cadre, qu'on pense la solidarité et les réparations des blessures du passé, et les réparations des blessures du présent au niveau planétaire. Si ce que je viens de vous dire vous plaît, alors je vous invite à me rejoindre dans le mouvement dans lequel je suis qui s'appelle Diem 25 et à construire avec moi un programme pour la France en 2022. Un programme qui tienne compte de ces exigences fortes, qui tienne compte de notre programme qu'on a déjà pour le niveau européen. Parce qu'avec ce programme, on pourra aller voir des partenaires et construire une coalition de changement. Parce que je ne suis pas aveugle. Je vois bien qu'un nouvel entrant dans le game politique, s'il ne renforce pas une coalition de changement, il ne sert littéralement à rien. En revanche, cette coalition de changement, elle ne peut être victorieuse que si elle a des exigences fortes sur la fin du capitalisme, sur l'écologie, sur la démocratie par en bas et la fin des discriminations. Ça veut dire qu'on ne peut pas reproduire la coalition PS Europe Écologie Les Verts de 2017. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de la France insoumise. Les listes qui sont les plus intéressantes dans les dernières années, c'est la liste par exemple Barcelone en commun en 2014. C'est la liste Bordeaux en lutte en 2020. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à un résultat pareil en 2022 ? Selon moi, il faut se concentrer sur le 3e et le 4e tour des élections 2022, c'est-à-dire les législatives. Pourquoi ? Parce que même si on a un 2e tour, Macron-Le Pen encore une fois, si on a fait le travail bien en amont et qu'on est capable de proposer autre chose pour les élections législatives, on pourra lutter contre la monarchie présidentielle. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Ce sur quoi j'aimerais bien travailler, c'est qu'une fois qu'on aura notre programme pour Diem 25 France, on pourra donc aller voir ces partenaires qui sont proches de nous, le NPA, la LFI, des collectifs antiracistes, des collectifs municipalistes, des collectifs écologistes et féministes, et construire avec eux une plateforme commune sur laquelle on est d'accord, et après seulement. Construire des assemblées populaires circonscription par circonscription, et tenir des centaines d'élections pour trouver les candidats et les candidates qui sont légitimes sur le terrain dans leur circonscription. En suivant ce procédé, on pourra éviter la présidentialisation du discours et on pourra apaiser les querelles d'ego. Mais maintenant, soyons clairs. Même si on gagne les élections, ça ne sera pas suffisant. Il faut ancrer notre discours et il faut ancrer notre lutte électorale dans les luttes sociales qui sont déjà en cours et il faudra être capable de soutenir et de lancer d'autres luttes sociales après les scrutins. Ce que j'appelle le 5e et le 6e tour. Et c'est là où Diem 25 a, selon moi, une importance cruciale dans le contexte français. Parce qu'on le sait très bien, si jamais on gagne, alors les classes supérieures dans les pays européens et la classe supérieure française vont nous tomber dessus pour essayer de nous faire rentrer dans le rang. On l'a très bien vu en Grèce en 2015. Et si nous sommes divisés de pays à pays, nous serons incapables de résister. C'est pour ça que nous devons commencer à travailler dès maintenant, pour aller voir les personnes qui taffent dans les pays d'à côté et leur dire « voilà ce qui va se passer en France en 2022, voilà pourquoi ça vous concerne, et voilà pourquoi on vous demande de venir par dizaines de milliers à la veille du premier tour pour nous soutenir. Et voilà pourquoi on vous demande de préparer des centaines de villes à manifester après le 2e, le 3e et le 4e tour pour nous soutenir. Pour que 2022 devienne une victoire pour les gens d'en bas dans tous les pays en même temps. Pour se servir de la France comme d'un levier pour faire changer la vie des classes laborieuses partout. Cette union des classes laborieuses que Diem 25 prône, elle est absolument cruciale. Parce que la classe supérieure est unie. Parce qu'ils se coordonnent à travers les frontières et c'est pour ça qu'on passe notre temps à perdre. C'est la pièce manquante dont nous avons besoin pour pouvoir gagner.
Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous à l'intérieur de DM25. Parce que j'ai besoin que cette stratégie que je vous propose devienne une stratégie officielle en interne. Donc j'ai besoin d'avoir des gens qui votent dans le sens de cette stratégie. Une fois que cette stratégie aura été validée en interne, alors on pourra la présenter en externe. On pourra apporter ce dont je viens de parler à des partenaires potentiels, à une coalition de changement. Et on pourra se donner une chance de victoire. Et là, bien sûr, on peut se dire, mais qui je suis pour parler de ça? Et c'est une question que je me pose moi-même. Qui je suis pour exprimer des envies et des ambitions pareilles? Eh bien, je suis personne. Et en quoi ça devrait nous arrêter? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des têtes d'affiche, on ne devrait pas afficher nos ambitions, nos espoirs pour ce pays. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas à la télévision tous les jours, on ne passe pas à la radio tous les jours, on devrait se taire et accepter un choix tout pourri qu'on essaye de nous refourguer pour 2022. Parce qu'on nous a entraînés à ça. Parce qu'on nous a entraînés à croire que notre parole n'était pas valable parce qu'on n'était pas ceux qui étaient en haut. Mais on n'a plus le temps pour ça. Évidemment, si on essaye de faire ce genre de choses, on va prendre des risques et on va faire des erreurs. Mais ceux d'en haut, ils ne se plantent pas peut-être. La dynamique qu'ils essayent de nous refourguer encore une fois, elle nous mène dans le mur, elle nous a déjà mené dans le mur par le passé, elle nous mènera encore dans le mur dans le futur. Ça suffit les conneries. Assumons nos rêves. Assumons nos espoirs. Et construisons autour de ça et soyons fiers de ça. C'est pas à nous d'avoir honte. C'est pas à celles et ceux qui risquent de perdre leur emploi d'avoir honte. C'est pas à celles et ceux qui risquent de perdre leur logement, celles et ceux qui risquent de perdre l'accès aux biens publics d'avoir honte. C'est ceux d'en haut qui devraient avoir honte. D'avoir honte de vouloir maintenir un système qui broie les êtres humains et qui broie l'environnement. C'est celles et ceux d'en haut qui sont irréalistes, pas nous. Eux, ils sont réalistes parce qu'ils veulent continuer à maintenir un système qui a passé son temps. Alors soyons fiers de vouloir la fin du capitalisme. Soyons-en fiers. Parce que le monde a besoin des gens qui n'ont pas abdiqué. Parce que le monde a besoin de nous.